Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Bienvenue pour cette interview de nouveau sur la chaîne, où ce soir on va parler d'un sujet qui est compliqué et important, surtout à l'horizon des élections européennes de juin prochain. On va parler du pacte asile et immigration, c'est-à-dire la réforme européenne de la politique de migration et d'asile. Alors cette politique, c'est un serpent de mer politique, hein, ça empoisonne la politique européenne depuis 2015, hein, puisqu'en 2015, vous vous rappelez peut-être, il y avait eu ce qu'on avait appelé la crise des migrants, où 1 million de personnes étaient arrivées en Europe, notamment pour fuir la guerre civile en Syrie. Ça avait créé une grosse pression, notamment ce qu'on avait appelé depuis lors les pays de première ligne, c'est-à-dire les pays par lesquels les migrants arrivaient, principalement la Grèce et l'Italie. Et donc depuis 2015, l'Europe, elle essaye en vain de réformer son système d'asile. Et ce paquet asile-immigration, dont on va discuter ce soir, c'est la dernière tentative lancée en 2020 et donc pour réformer cette politique d'asile, et sur lesquelles un accord a été trouvé justement en décembre 2023, donc c'est tout frais. Cette semaine, le paquet doit être validé en commission liberté civile au Parlement européen, donc mercredi, et donc on est dans la dernière ligne droite. Ce paquet asile-immigration, c'est un truc qui est assez massif, hein, c'est 10 directives et règlements, même si sur les 10, il y en a un qui est un peu mort-né, donc on va le laisser un peu de côté, mais ça fait quand même 9 autres textes législatifs qui sont sur la table. C'est aussi une réforme qui est très critiquée, tant par une partie de la gauche que par l'extrême droite. Donc on va parler un peu de tout ça ce soir. Avant qu'on se lance, je vais clarifier 2-3 petits termes, 2-3 petites notions sur lesquelles on va revenir en permanence dans le live, donc j'ai envie d'entrée de jeu, nous mettre d'accord sur ce dont on parle, c'est les notions de réfugiés et de migrants. Un réfugié c'est quoi? Un migrant c'est quoi? Un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays parce qu'elle n'y est plus en sécurité, que ce soit parce qu'il y a une guerre ou parce qu'il y a des persécutions, et qui bénéficie d'une protection internationale, qui l'autorise à rester légalement dans un autre pays que le sien. C'est donc tous les pays qui sont signataires des conventions de Genève ont l'obligation de protéger ces gens-là. Et pour être reconnu comme réfugié, il faut avoir fait une demande d'asile et qui aura été acceptée par le pays d'accueil. Donc ça, c'est un réfugié. Un migrant, c'est n'importe quelle personne qui vit en dehors de son pays d'origine. Si ce migrant souhaite, il peut déposer une demande d'asile pour être reconnu comme réfugié, mais autrement, il ne bénéficie pas de protection internationale particulière, et donc les États peuvent choisir d'accepter ou non ces personnes-là. Donc en bref, tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. On va aussi probablement parler à un moment donné de ce qu'on appelle les règles de Dublin. Les règles de Dublin, c'est les règles européennes qui, aujourd'hui, décident quel pays européen doit s'occuper des demandes d'asile. En gros, ces règles elles disent que c'est le pays par lequel un migrant entre en premier dans l'Union européenne qui doit s'occuper de sa demande d'asile s'il en dépose une. Par exemple, vous avez un migrant qui arrive en Europe par l'Italie, et ensuite il va en France et il dépose en France une demande d'asile. La France, en vertu de ces règles de Dublin, elle pourra renvoyer ce migrant en Italie parce que c'est l'Italie qui est le pays compétent pour ce migrant et donc qui devra gérer sa demande d'asile. Donc ce soir, on va discuter un peu de tout ça, on va discuter de comment est-ce que l'Union européenne va réguler la question migratoire, la question de l'asile pour le futur dans ce pacte asile-immigration. Et pour cela, j'ai invité une députée européenne française, Fabienne Keller, qui appartient au groupe Renew Europe, donc Renaissance en France. Elle n'est pas là pour rien, hein, puisqu'elle a été l'une des négociatrices sur ce paquet asile-immigration, elle a été rapporteure sur un des règlements et shadow, donc négociatrice sur un deuxième, donc c'est un sujet qu'elle connaît très bien, sur lequel elle a bossé depuis maintenant 3 ans. Comme d'habitude, je rappelle les règles avant qu'on se lance. Donc j'ai préparé mes questions pour Mme Keller. Vous pouvez bien entendu en poser, en suggérer via le chat. Je garderai un œil là-dessus et je les relayerai à notre invité de ce soir si jamais elles sont, si c'est des questions qui sont intéressantes, si on a le temps, etc. etc. Mme Keller va rester avec nous pendant 1 heure, après quoi elle ira profiter du reste de sa soirée. Et vous, malheureusement, vous devrez faire avec moi pendant encore 1 demi-heure, 3/4 d'heure, où on reviendra sur l'interview, on débriefera, on discutera, je donnerai des éléments de contexte, je répondrai à des questions supplémentaires, etc. etc. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, tout ça dans la joie et la bonne humeur, comme toujours, mais je vous fais confiance là-dessus. Et sur ce, je pense qu'on a fait le tour, donc je vous propose qu'on se lance.
Bonsoir Fabien Keller, bienvenue Bonsoir. et merci beaucoup d'être venu pour répondre à nos questions ce soir sur un sujet d'actualité brûlante, hein, puisque vous votez au Parlement européen, alors du moins dans la commission parlementaire cette semaine et ensuite d'ici avril en session plénière. Vous m'avez entendu faire une petite introduction sur le thème de l'asile, la migration et sur vous-même, votre rôle dans ce paquet asile-immigration. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié que vous voudriez préciser avant qu'on se lance? Non, c'est tout bon. Parfait, parfait. Eh ben, aujourd'hui, voilà, on a des règles, déjà, des règles européennes, des règles nationales en termes d'asile, immigration. Mais voilà, pourquoi est-ce que l'Union européenne a décidé, bah voilà, on va faire une réforme de ces règles européennes. Qu'est-ce qui ne marche pas dans les règles actuelles en matière d'asile, immigration? Bah, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ce qui n'a pas marché, la preuve par la réalité, c'est qu'au moment de l'arrivée des réfugiés syriens, euh, l'Europe a été très démunie, n'a pas su comment s'organiser pour accueillir l'ensemble de ces migrants. Donc ça, c'est un moment de crise, d'arrivée très massive. Puis on a constaté la même chose à l'occasion d'un certain nombre de bateaux, par exemple, qui sont arrivés en Italie ou en Grèce, un afflux de plusieurs centaines de personnes et des systèmes nationaux débordés. Donc on a bien vu que ce n'était pas très efficace. On a constaté que les pays dits de première entrée, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, l'Espagne et les deux îles Malte et Chypre, n'enregistraient pas les personnes qui arrivaient, parce qu'il y en a trop qui arrivaient, et que, au titre du règlement de Dublin, dont vous avez raconté le fonctionnement, hein, c'est le pays de première entrée qui a la charge de la demande d'asile, ben, ça leur en faisait trop. Donc tout cela a motivé un changement de législation européenne, déjà tenté lors du mandat précédent, mais qui a échoué. Alors c'est un peu techno, parce que les deux législateurs, co-législateurs européens, que sont le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Intérieur, eh ben, sont pas tombés d'accord. Donc nous avons remis l'ouvrage sur le métier. En 2020, la Commission a fait de nouvelles propositions et nous voilà au terme de l'ensemble des négociations avec un passage en commission puis au Parlement européen de textes sur lesquels de nombreux compromis ont été construits. Et du coup, c'est quoi l'esprit de cette réforme, de cette réforme européenne, ce nouveau pacte asile, immigration? C'est quoi ses principaux objectifs? Ah bah, les principaux objectifs, c'est de bien prendre le contrôle des frontières, c'est-à-dire toute personne qui passe irrégulièrement la frontière est contrôlée et surtout enregistrée. C'est bien cela qu'agite l'extrême droite en Europe pour faire peur avec ces migrants qui arriveraient, qui viendraient nous envahir, qui seraient des nombres astronomiques qu'ils citent. Le deuxième élément, c'est de se préparer à une crise si à nouveau il y avait une guerre dans un pays du bassin méditerranéen. Comment est-ce que on s'organiserait? Comment il serait réparti entre les États membres? Ensuite, un troisième aspect, c'est comment on prépare tout ça, c'est-à-dire comment on a une vraie stratégie, un pilotage partagé. Euh, et donc, c'est l'idée d'une réflexion à l'échelle européenne qui s'appuierait elle-même sur des réflexions nationales pour euh, voilà, savoir quelles sont les perspectives de l'asile et de la migration, quels sont les souhaits compte tenu de notre déclin démographique et quelles sont les organisations qu'on met en place pour adapter notre stratégie, plutôt notre politique concrète à cette vision stratégique. Enfin, il y a la question du respect des droits et notamment de la Convention de Genève et c'est l'honneur de l'Europe de l'appliquer conformément à la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne qui fuit un conflit ou une persécution au titre de ses idées, de son orientation sexuelle, de sa couleur de peau, peut demander la protection en Europe. Et donc parmi ce paquet, c'est un dossier sur lequel vous avez travaillé particulièrement, c'est les nouvelles procédures d'asile. Et parmi ces nouvelles procédures, et c'est un des points controversés qui est critiqué notamment côté des ONG et d'une partie de la gauche, c'est la mise en place d'une nouvelle procédure aux frontières selon laquelle on aurait une partie des migrants qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire européen, qui seraient placés dans des installations pendant plusieurs mois, hein, pendant 3-4 mois, pour trier et traiter en accéléré leur demande d'asile. Et le tout dans ce qu'on appelle une fiction juridique, c'est-à-dire qu'on prétendrait qu'ils ne seraient pas sur le territoire européen, un peu comme s'ils étaient dans un aéroport. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette nouvelle procédure spéciale pour ces migrants?
Elle correspond au fait qu'on a de plus en plus d'arrivées. On a eu un creux au moment du Covid et depuis, les arrivées sont très nombreuses et que l'ensemble des systèmes d'asile et de migration en Europe sont embolisés, hein, noyés. Ainsi, les personnes attendent très longtemps, 1 an, 18 mois, pour que leur dossier soit examiné, qu'ils aient leur entretien, et puis s'ils ne sont pas acceptés, qu'ils puissent faire leur recours. Puis ensuite, s'ils sont reconnus réfugiés, il faut encore de longs mois avant que leurs documents leur soient délivrés, les documents qui leur permettent, par exemple, de louer un logement ou d'accéder à un travail. Donc ces délais créent de nombreuses situations difficiles, créent un peuple de personnes que l'on voit d'ailleurs, hein, près de nos gares, dans des lieux publics, sous les ponts, qui n'ont pas de droit à ces journées-là, qui ne sont pas obligés de partir non plus, mais qui attendent une décision. Donc l'idée, c'est vraiment mieux administrer tout cela. Et pour les personnes qui ont très peu de chances d'avoir l'asile, on prend leur pays d'origine comme référence, eh bien on applique une procédure bien menée, en 6 mois au total, 3 mois pour la procédure d'asile et le recours, puis 3 mois pour le retour. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas de délai inutile lié simplement à de la mauvaise administration, hein, de l'administration en retard, mais on gère vite et bien, de manière à avoir à un instant donné moins de personnes présentes sur le territoire européen. Ça, c'est le principe des nouvelles procédures, complétées par le nouveau règlement Dublin, dont nous parlerons sûrement. Et donc, le pendant d'une demande d'asile, c'est que si jamais cette demande elle est refusée, bah, normalement, la personne n'a pas vocation à rester sur le territoire européen et elle peut être, faire l'objet d'une procédure de retour, être envoyée dans son pays d'origine. En 2022, 50% des demandes d'asile sont rejetées au niveau européen, mais le taux de retour, donc le renvoi effectif de ces gens, n'est que de 21% au niveau européen. Pourquoi est-ce que dans presque 80% des cas, bah, des gens dont l'asile a été refusé bah, ne sont pas reconduits dans leur pays d'origine? C'est toute la question qui n'est pas résolue par ce pacte lui-même, par des textes législatifs, mais qui doit faire l'objet d'une stratégie européenne de négociation avec les pays d'origine. J'avoue, pour ma part, que j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un ressortissant d'un pays d'origine, d'Afrique, d'Asie, qui ne peut pas rentrer en Europe parce qu'il n'a pas de titre pour rentrer, n'a pas le droit de rentrer chez lui. C'est assez incompréhensible et je pense que la voie diplomatique doit être amplifiée. C'est un des axes de la poursuite du travail sur ce dossier compliqué de l'asile et de la migration, c'est de développer des accords avec les pays d'origine qui ne traiteraient pas que de la migration, mais de l'ensemble des relations financières, économiques. Beaucoup de ces pays font partie des pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui ont des accords préférentiels de rachat de leurs produits agricoles, incluant également la relation avec les diasporas, qui sont généralement importantes en Europe, et puis aussi cette migration, au fond, qui pénalise les pays d'origine, puisque vous savez qu'on accueille énormément de médecins, d'ingénieurs informaticiens, que l'on prend en fait à ces pays, on pique toute Leur leur cerveau, formation. ouais. Et voilà, toute Et d'ailleurs, j'ai une leurs question un peu en compétences lien. qui leur manquent cruellement. Donc, J'ai une l'idée, question un c'est peu sur ça. de Qui vient, cadrer ça globalement. J'ai une question dans le chat justement sur ces questions. Voilà, on prend des cerveaux, on a besoin de certaines compétences. Et une question dans le chat, c'est pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas l'Europe plus largement aux travailleurs dans des secteurs où on manque de personnel compétent, donc par exemple la santé, lequel, les nouvelles technologies vertes, etc. Pourquoi est-ce que on n'ouvrirait pas l'Europe, voilà, on dirait là, on a besoin de ces gens-là, on les fait venir massivement, il y a pas de souci. Alors, c'est un dossier européen, la migration, qu'on appelle la migration légale. Je ne suis pas sûre qu'il fasse l'objet d'un accord d'ici la fin du mandat. C'est possible, mais pas certain. Sinon, ce sera un sujet pour le mandat suivant et qui fait l'objet effectivement d'un assez grand consensus, même s'il y a des positions toujours différentes des États membres. Si on regarde objectivement la démographie européenne, et il y a un manque de compétences dans certains domaines, mais l'idée, dans les accords avec les pays d'origine que j'évoquais tout à l'heure, c'est si on accepte la migration de personnes qui sont formées, c'est qu'on s'engage avec le pays d'origine dans des formations nombreuses
pour voilà, former plus de gens que ceux qu'on leur prend, puisqu'ils ont besoin eux aussi, dans le pays d'origine, de telles compétences. Donc c'est l'idée d'un équilibre dans la relation. Pour, toujours sur la question des retours, quand une demande d'asile est rejetée et qu'on donc on est censé renvoyer, ce migrant, heu, on ne peut pas le renvoyer nécessairement dans tous les pays, il faut que ce soit un pays qui soit considéré comme sûr, c'est-à-dire où il ne risque pas des persécutions et cetera et cetera. Un des aspects qui est critiqué notamment par les ONG dans ce pacte asile-immigration, c'est que la définition européenne de pays sûr dans le pacte asile-immigration est en fait laissée un peu à la discrétion des États membres. Et qu'en gros, bah, on pourrait avoir un État qui considère un pays comme étant sûr et pas un autre. Donc pourquoi ne pas avoir fait une liste harmonisée de quel pays est sûr et quel pays n'est pas sûr? Alors peut-être une petite précision technique. Quand on parle de pays d'origine, euh, c'est sur la base de sa situation dans son pays d'origine que la personne demande l'asile. Si on considère que ce pays est dangereux pour elle, alors elle obtient le statut de réfugié. C'est ça la logique, hein. Donc, la notion de pays sûr qui est intégrée dans la réglementation européenne, c'est le pays tiers sûr. C'est le pays où on considère que la personne pourrait, disons, aurait pu bénéficier avant d'arriver en Europe d'un examen de sa demande d'asile dans de bonnes conditions. Beaucoup de pays européens n'utilisent pas du tout cette notion. Seuls 6 pays le font. Et nous avons intégré dans la réglementation européenne cette possibilité, mais en mettant des conditions très fortes pour ces pays tiers. Il faut que les conditions d'accès aux services principaux, à savoir l'éducation et la santé, soient les mêmes que les gens du pays lui-même, hein, que les migrants soient traités comme les personnes du pays, les ressortissants, et par ailleurs, que l'accès à l'asile soit assuré dans des conditions conformes à la Convention de Genève. Effectivement, c'est un sujet assez délicat entre États membres, et donc ce n'est pas harmonisé comme je vous le disais. Pour l'instant, beaucoup de pays en fait ne souhaitent pas appliquer cette notion de pays tiers sûr au motif de la protection des droits humains. D'accord. Hem, une autre nouveauté de ce pacte asile-immigration, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour les situations de crise, ou d'instrumentalisation. C'est-à-dire que quelque chose qui a été proposé, notamment à la lumière de certains éléments où on a vu par exemple la Biélorussie, le Maroc ou la Russie, artificiellement encourager la migration et voire même en faire une arme de facto politique pour essayer de créer une crise politique chez les Européens. Et du coup, qu'est-ce que ce nouveau mécanisme en situation de crise, d'instrumentalisation va permettre? Il permet en fait d'envisager différentes hypothèses et de réagir collectivement plus vite, hein. Il prépare, si vous voulez, différents scénarios, sachant que vraisemblablement celui qui se passera sera encore différent. Mais l'idée, c'est que si on est préparé, si on a des planifications, des mécanismes de solidarité en fonction de l'ampleur de cette situation, on pourra s'adapter. S'agissant de la migration manipulée, hein, encouragée par des pays limitrophes de l'Europe qui souhaitent nous déstabiliser par cela, c'est notamment la menace bélarusse. L'idée est vraiment d'utiliser tous les moyens diplomatiques et décourageant les chemins qui mènent jusqu'en Europe. C'est ce qui a été fait, en tout cas à la frontière entre la Bélarus et la Pologne. Vous vous souvenez peut-être que le commissaire Margaritis Skinas s'est allé dans plusieurs capitales, puisque le Bélarus avait créé des visas, des suspensions de visas pour une série de pays d'origine, et des avions ont été organisés à partir de ces pays, rendant possible le séjour en Bélarus, où ils étaient transportés par les autorités bélarusses à la frontière polonaise. Vraiment une menace organisée. On peut l'évoquer de la même manière s'agissant des populations, notamment d'Afrique, qui transitent par la partie occupée de Chypre, le nord de l'île, qui est occupée par la Turquie. Ce sont essentiellement des vols en provenance d'Istanbul, qui amènent des personnes dont on dit qu'elles sont étudiantes, mais qui très vite traversent la ligne verte qui sépare la zone occupée de la zone proprement chypriote, et qui, là, demandent l'asile. C'est pareil, c'est la migration instrumentalisée
Donc, ce règlement vise à donner des premières réponses, même si chaque instrumentalisation est bien sûr différente. Du coup, ça veut dire que, enfin, autant il y a une définition vague, on va dire, de ce qu'est une crise dans ce règlement, mais c'est volontairement vague parce qu'en fait, les crises vont Oui, il y a évoluer. plusieurs, oui, il y a plusieurs hypothèses. La crise se passe à une frontière, la crise se passe un peu partout, mais il y a un afflux très important. Et à ce moment-là, la procédure à la frontière s'applique à un plus grand nombre de personnes pour toujours dans cette logique de traiter un nombre important de cas dans des conditions maîtrisées pour que le système européen d'asile ne soit pas complètement noyé. Donc on est à la lumière des expériences passées à dessiner des scénarios qui pourraient se produire. Donc dans ces cas-là, juste pour clarifier, donc admettons qu'on a un système, une situation d'immigration «manipulée» entre guillemets, comme en Bélarus. Est-ce que ces migrants qui seraient envoyés à la frontière, polonaise par Bélarus, c'est des gens qui seraient arrêtés à la frontière et renvoyés en Bélarus ou ils seraient accueillis en Europe, mais ils auraient Ah des non, procédures non, un peu différentes? ils ne peuvent pas. Alors quand c'est localisé, ils ne peuvent pas être envoyés, surtout pas en Bélarus, qui est un pays qui ne respecte aucun critère de l'état de droit. Vous savez peut-être que c'est un des rares pays de l'ex-URSS qui n'est pas au Conseil de l'Europe au motif que son État est tellement mal organisé, tellement corrompu, tellement proche de la Russie. Désormais, la Russie qui elle-même est exclue du Conseil de l'Europe depuis 2 ans, depuis qu'elle a déclenché la guerre d'agression à l'Ukraine. Donc, hors de question qu'ils soient retournés en Bélarus. Non, la question c'est de vérifier leur statut, de voir s'ils demandent l'asile ou pas. S'ils ne le demandent pas, ils sont reconduits, n'ont pas de motif, de titre qui leur permet de rester. Et sinon, il s'agit de traiter leur demande d'asile, mais dans le respect de la Convention de Genève, hein, c'est-à-dire l'accès de toute personne à la protection si elle le souhaite. Un des thèmes qui est assez récurrent, hein, dans les débats autour de cette réforme sur la migration, c'est l'idée la notion de solidarité. Notamment la solidarité entre les États membres, entre, notamment les pays qui sont ce qu'on appelle les pays de première ligne, donc l'Italie, la Grèce, ceux qui doivent, faire face au plus gros du flux de migration. Heu, En quoi le pacte asile-migration, il renforce cette solidarité? Alors, c'est au cœur hein, de cette réforme du pacte et c'est dans le règlement qui a remplacé Dublin. Dublin fonctionne très mal. Donc, ce texte qui dit que la demande d'asile doit être déposée dans le pays de première entrée. Euh, donc, s'il le dépose ailleurs, en fait, on le prie de retourner dans le pays où il est entré initialement, mais en fait, je veux dire, il y a une raison pour laquelle la personne va dans un autre État membre, souvent un membre de sa famille, une communauté qui peut l'accueillir, ou un objectif de trouver l'emploi, et donc il rejoint une zone, en général un pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, ou les pays plus au nord, qui ont un marché de l'emploi très actif. Donc ces personnes euh, représentant un grand nombre d'arrivées, les pays de première entrée, on dit cela sur place, les laissaient passer, hein, les laissaient aller plus loin, les enregistraient pas pour qu'on se souvienne pas qu'ils étaient rentrés par là. Mmh. On était dans un système pas maîtrisé du tout. Donc là, il y a une nouvelle règle. A priori, par défaut, c'est bien le pays de première entrée qui reste, le pays de dépôt de la demande d'asile, mais il y a un pool de solidarité qui est construit, 30 000 places pour commencer, qui évoluera peut-être, qui sont des places que doivent préparer tous les États membres d'Europe pour accueillir des migrants venant des pays du Sud. Par ailleurs, le critère de déposer la demande d'asile là où on a un membre proche de sa famille est renforcé et mis en œuvre, parce qu'il était déjà dans le règlement de Dublin, mais il n'était pas appliqué. C'est l'idée que si on a un parent ou un enfant qui est dans un autre État membre, on a le droit de le rejoindre pour déposer sa demande d'asile là-bas. Ça semble assez naturel en termes d'accueil. Enfin, si la personne a passé au moins une année scolaire dans un État membre et qu'elle en maîtrise la langue, elle peut rejoindre cet État membre pour déposer sa demande d'asile. Vous voyez 3 motifs pour ne pas rester forcément dans le pays de première entrée: la famille, l'année de scolarité, qui peut être d'ailleurs petit, hein, ça peut être l'enfant qui était là beaucoup plus jeune, hein, et puis qui revient comme adulte,
Et puis la solidarité organisée avec ces 30 000 places, donc pour soulager les pays de première entrée, eux qui vont accueillir aussi des procédures à la frontière et les gérer. Et ces 30 000 places de relocalisation, de solidarité entre États membres, c'est 30 000 places qui sont en permanence disponibles ou il faut qu'il y ait une situation de crise, une pression particulière pour que l'État puisse dire: «Ah non, au secours, faut que vous preniez 30 000 Non, personnes de non, chez moi»? chaque État membre, 3 mois après l'adoption du pacte, doit présenter un plan de mise en œuvre. Et donc les États devront présenter comment ils mettent à disposition en temps réel à la fois les lieux, des logements, mais surtout les personnels pour accompagner ces migrants. Les personnels étant entendus comme des médiateurs, des traducteurs, puisque souvent les personnes ne parlent pas une langue européenne, mais aussi les médecins, les éducateurs quand il y a des enfants, et les personnels pour gérer les procédures d'asile. Donc, cette mise en œuvre, on voit, ça fait plusieurs fois que je l'évoque, elle est tout à fait essentielle dans la mise en œuvre de ce pacte. Donc 30 000 places organisées, préparées, qui permettent en délai très raisonnable de soulager les pays de première entrée. Sachant que quand on parle 30 000 places, c'est pas 30 000 places par pays, c'est 30 000 places au niveau européen. C'est 30 000 personnes pour toute l'Union européenne. C'est pas la France aura 30 000 personnes, Absolument, l'Allemagne 30 000 personnes, etc., etc. absolument, c'est 30 000 places globales. Pour enlever le pouvoir au Premier ministre hongrois, Viktor Orban, la Commission a dès le départ, connaissant sa position anti-migration, il se sert d'ailleurs des migrants comme, comme chiffon rouge pour faire peur à sa population, comme d'ailleurs des juifs, des homosexuels, etc. Ça fait partie de ces cibles de campagne de communication. Je suis allée voir, c'est très impressionnant. Donc pour lui enlever son pouvoir, ces super pouvoirs de blocage, on a prévu dès le début que ceux qui ne voulaient pas appliquer cette solidarité pouvaient payer. Alors très cher, mais ils peuvent payer. Donc 20 000 € par place non assurée. C'est probablement la solution que choisira Viktor Orban. Il est assez intéressant de voir qu'il y a assez peu de migrants de toute façon qui vont vers la Hongrie. 18 l'année dernière, probablement une Une erreur invasion. statistique, alors qu'il y en a 150 000 en France, 240 000 en Allemagne qui déposent une demande d'asile, parce que les migrants sont des gens qui n'ont pas rien fait de mal. Ils veulent juste chercher un pays où ils peuvent s'installer et construire une vie nouvelle. Donc ils ne vont pas dans un État qui, de manière très publique, très communiquée sur les réseaux sociaux et les outils numériques, ne veut pas d'eux, les chasse, les maltraite. Une question du chat sur toujours ces 30 000 personnes qui pourraient être relocalisées et partagées entre pays européens. Pour ce qui concerne l'accueil, est-ce que les demandeurs d'asile seront orientés vers des territoires spécifiques? Est-ce qu'on va les envoyer territoires ruraux ou est-ce qu'ils vont être concentrés dans les capitales, dans les grandes villes? C'est aux États membres de s'organiser. L'idée, c'est plutôt qu'il y ait une bonne répartition. On constate que la gestion de ce temps de demande d'asile et puis après de l'intégration pour tous ceux qui deviennent réfugiés se passe beaucoup mieux quand c'est assez bien réparti dans des communautés diverses. Mais c'est toute la question. Vous voyez que c'est un système qui doit s'équilibrer dans son ensemble, de gérer vite et bien les procédures aux frontières, donc le grand nombre permettra de mieux accueillir ceux qui seront répartis et qui auront plus de chances d'avoir l'asile et de préparer leur chemin vers l'intégration. Vous l'avez mentionné, les pays qui ne souhaiteraient pas participer à ce mécanisme qui ne voudraient pas accueillir une de ces 30 000 personnes chez eux, auraient la possibilité de payer 20 000 € par réfugié qu'ils refuseraient. Ce qui suscite un peu, voire même beaucoup, l'ire de l'extrême droite, de Viktor Orban, mais aussi d'autres pays d'Europe de l'Est, qui voient ça comme étant une punition et une atteinte à leur souveraineté. Alors vous l'avez dit, voilà, c'est un mécanisme qui a été conçu en réponse à Viktor Orban, mais est-ce que c'est vraiment une atteinte à la souveraineté de dire, bah voilà, si vous n'acceptez pas de prendre un migrant, vous devez mettre à 20 000 € à la poche pour aider d'une autre manière? Non, c'est pas discriminatoire. C'est une politique communautaire. Si on veut pas y participer, franchement, c'est pas très européen le dispositif qui a été proposé à la Commission, qui tout de suite prévoit une exception. Mais c'est très pragmatique.
la taxe sur les GAFA pour que Google, Facebook, Co. participent à nos équipements publics, à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos routes. Il y a un accord au niveau de l'OCDE post-Covid et nous devons la mettre en place en Europe depuis 3 ans. Monsieur Orban bloque. On a déjà perdu 3 ans de fiscalité pour les GAFA. C'est pas normal, alors que tous les autres secteurs de l'économie participent par le biais de l'impôt sur les sociétés au bien-être commun, à la vie collective. Eux, ils participent pas. Et c'est monsieur Orban qui bloque. Pourquoi? Pour rien. Juste pour montrer qu'il est capable de bloquer. Il est dans une logique pas du tout européenne et communautaire. Il est dans une logique d'exister et de maintenir son propre système. Donc, il fallait bien trouver un dispositif pour tenter d'éviter qu'il ne puisse bloquer là, comme il le fait tant. Vous avez en tête que en décembre, il a bloqué l'aide à l'Ukraine. Et il n'arrête pas, en fait, dans les négociations, de mettre l'Europe en difficulté. La Hongrie, aujourd'hui candidate, ne pourrait plus rentrer dans l'Union européenne. Il n'y a plus aucune liberté d'expression. Les médias sont tous contrôlés par le pouvoir central. La justice n'est plus indépendante. Ça fait 8 ans qu'il nomme les juges, et ce sont des amis à lui. Il diffuse sa propagande grâce aux médias qu'il contrôle totalement. J'y suis allée moi-même avec mes collègues de notre groupe, donc qui sont dans l'opposition. C'est incroyable. Vous avez partout des pubs contre les cibles que je citais tout à l'heure. Elles sont extrêmement violentes. Et à force de n'avoir que cette source d'infos, très difficile d'avoir des contre-pouvoirs parce que le hongrois n'est pas une langue très pratiquée en Europe. Ça ne perce pas, ça ne passe un peu dans les villes, les sites internet, le numérique, très peu dans le milieu rural qui est très peu connecté. La dernière invention de M. Orban pour bloquer les villes qui sont pour les plus importantes en Hongrie tenues par l'opposition, c'est non seulement d'arrêter de leur donner des subventions européennes ou des subventions nationales, c'est aussi de leur créer, il a créé une taxe sur ces villes pour enlever du pouvoir à ces maires opposants. On est dans un régime, voilà, mais aucun article des traités ne prévoit de procédure pour exclure un pays qui ne respecterait plus aucun des principes fondamentaux européens. Il n'y a que l'article 50. Voilà, seule la démocratie permet de le faire. C'est ce que les Polonais ont choisi début octobre. Voilà. Ça n'a pas été le cas en Hongrie il y a 2 ans. Et pour finir sur ces 20 000 euros par un migrant qui serait refusé, à quoi ils vont servir? 20 000 euros, mais pourquoi faire? C'est une recette du budget général. Il y a un principe budgétaire. Ça n'est pas affecté. Donc ça va dans le pot, ça va pas être utilisé pour je sais pas, aider les pays de première rentrée à s'équiper ou. Ça rentrera dans le budget de la politique qui va financer l'ensemble de la gestion de la migration, mais dans une gestion budgétaire globalisée. On indique d'ailleurs, il y a une autre modalité que les 20 000 euros. Il y a aussi la possibilité pour les États membres directement de financer des structures ou du personnel. Donc de faire une sorte d'apport en moyens matériels. Question du chat. Retournons en France. Donc en France, vous savez, il y a eu une loi immigration très récemment et le président Emmanuel Macron disait à l'époque que cette loi était complémentaire au pacte asile-immigration qui était en préparation au niveau européen. Et du coup, dans quelle mesure cette loi française, la loi immigration, était nécessaire si justement il y avait un texte européen qui était en préparation et qui était encore dans les tuyaux? Ce sont 2 textes complètement complémentaires. Même si on a très très peu parlé du texte européen, qui gère la migration globalement, qui définit des règles donc, qui seront les mêmes dans tous les États membres, mais chaque État membre, après, a des mesures d'application. Alors, c'est une loi qui est directement applicable, puisque c'est un règlement européen. Exemple de mesures d'application, il y avait 12 procédures de recours. Elles ont, dans la loi, été ramenées à 4. Ça facilite considérablement pour nos administrations l'application de ces procédures de recours. Les organismes qui gèrent les demandes d'asile, l'Office français qui s'appelle l'OFPRA et la Cour d'appel qui s'appelle la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, étaient centralisés. Tous les demandeurs devaient se rendre en région parisienne. La loi permet l'organisation
de leur décentralisation pour se rapprocher des lieux où résident les migrants. On est d'ailleurs le seul pays qui était aussi centralisé. La loi prévoit de pouvoir plus facilement retourner des migrants qui ont commis des crimes et des délits. Franchement, c'est bien un minimum. Hein. Voilà. On n'a pas de raison de garder sur notre territoire des gens qui ont commis des délits. La partie régularisation de la loi est très importante dans la philosophie générale. Donc la loi prévoit de régulariser des migrants qui travaillent et qui n'ont pas de statut. Des migrants, des travailleurs sans titre, sans droit. Ils donc ne sont pas correctement logés, ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale pour la plupart, donc pas soignés, alors même qu'ils travaillent et qu'ils contribuent à l'économie française. C'est pas juste, et ça augmente le nombre de personnes voilà, qui vivent de manière très, très précaire. Donc dans une logique où il y a des règles qu'on applique, et voilà, on permet aux gens d'avoir aussi, dès lors qu'ils ont un titre ou qu'ils contribuent à l'économie française, il faut qu'ils puissent voilà, être pleinement respectés en tant qu'habitants, résidents. On leur donne accès à un titre de séjour octroyé par la préfecture qui leur permet à partir de là de louer un logement et d'être aussi dans un circuit où ils sont déclarés pour mettre fin, alors ce n'est pas le cas de tous les travailleurs sans droit, mais d'une grande partie d'entre eux, pour les intégrer voilà, dans le système, dans la protection par exemple que leur donne le droit du travail, sur le temps de travail, les conditions de travail par exemple. Et si on regarde d'une manière un peu plus globale, il y a, surtout quand on regarde l'évolution depuis 2 ans maintenant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a des accusations un peu de double standard vis-à-vis de la manière dont les Européens traitent les migrants. Avec d'un côté, on a les Ukrainiens qui ont bénéficié très rapidement de la mise en œuvre de la directive protection temporaire qui leur donne toute une panoplie de droits, et de l'autre, les autres migrants qui, eux, devraient se contenter de la procédure normale et d'un durcissement des procédures. Du coup, en étant volontairement provoque, c'est quoi la différence entre un réfugié ukrainien et un réfugié syrien ou afghan? Pourquoi l'un mérite de la directive protection temporaire, mais pas les autres? Alors la protection temporaire, comme son nom l'indique, c'est pour répondre à une situation particulière qui a priori est limitée dans le temps. Donc quand on a commencé à la mettre en place, nul n'imaginait que ça durerait 2 ans, puisque le texte prévoit que c'est 6 mois renouvelables. C'était limité à 4 et je crois qu'on l'a étendu à 6 pour que ça puisse couvrir la durée actuelle, enfin le dépassement des 2 ans de guerre. Donc l'idée là, c'est de permettre l'accueil en Europe de personnes qui n'ont pas vocation à y rester. Et assez peu d'Ukrainiens numériquement ont demandé l'asile. Hein. Leur souhait, c'est de rentrer dans leur pays le jour où la guerre sera terminée. On observe d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Hein. Beaucoup de femmes et d'enfants, puisqu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit en général pas de famille complète. Hein. Les hommes n'ont pas le droit de sortir d'Ukraine, pays, oui. sauf exception. Donc, parfois les femmes seules, laissant les enfants à des proches qui étaient avec eux, sont revenus pour voir le conjoint ou pour voir les parents, qui tous ne sont pas partis. Au plus haut, on avait 8 millions d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes et d'enfants, mais on constate qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, on dit 2-3 millions, notamment numériquement, ils sont les plus nombreux en Pologne. Ils ont essentiellement rejoint la diaspora ukrainienne qui les a accueillis et les amis de cette diaspora. Et on a observé, c'est vrai, c'est un bel enseignement, que l'accueil se fait très bien. Ça a d'ailleurs facilité cette situation, le critère que je vous décrivais pour la solidarité entre les États membres, le critère de la famille, comme le critère de la scolarité, avec l'idée que si on a un lien avec le pays, si on a quelqu'un qui est très proche, voilà, les choses vont se passer de manière beaucoup plus facile, et en particulier l'accueil affectif et physique va se faire tout naturellement. Donc sur les 9 textes qui composent le pacte asile et immigration, vous avez été, comme j'ai expliqué en introduction, vous avez été négociatrice sur 2 d'entre eux. Dans les négociations auxquelles vous avez assisté, donc sur ces 2 textes, quels ont été les points les plus durs à résoudre? Et c'est quoi pour vous les plus grandes nouveautés, enfin la plus grande avancée de ce pacte migration? Alors, les points les plus durs à résoudre, c'est d'abord le contexte général de la négociation, avec
des gens de droite dure qui estimaient qu'on n'en faisait jamais assez pour contrôler l'immigration, appliquer des contraintes, et les gens de gauche, l'extrême gauche, estimant qu'on n'en faisait pas assez pour les droits de l'homme, et dès qu'on appliquait une règle, on était excessif. Dans un climat globalement assez électrisé sur ce sujet de l'asile et de la migration. Sinon, les points importants, ça a été la solidarité, même si je dois dire qu'il y a une conscience assez forte qu'elle est indispensable, et qu'on ne peut pas laisser les pays qu'on appelle en fait les Med 5, les 5 pays du Sud, pays de première entrée principaux, seuls. La procédure aux frontières n'a pas accéléré aux frontières, n'a pas été simple à faire accepter. Mais face au réalisme du nombre de demandes croissantes, sur le temps d'ailleurs de la négociation, il apparaît qu'il faut aussi des procédures mieux gérées, plus rapidement, de manière plus efficace. La question des enfants dans le processus a été prioritaire pour beaucoup d'entre nous. C'est pour cela que moi-même, sur le règlement procédure, pour les procédures accélérées à la frontière, j'ai mis des clauses protectrices très fortes. Les enfants ne peuvent être dans ces procédures que s'il y a les conditions d'accueil qui sont totalement remplies. Sinon, la Commission a le devoir d'alerter l'État membre de manière publique et rapide et de faire lever ces procédures à la frontière. Donc, j'ai mis en place une sauvegarde forte. Et puis, pour assurer une sécurité face à ces procédures accélérées, il faut que les gens connaissent leurs droits. Et donc, nous avons obtenu, c'était une exigence forte du Parlement, que tous les migrants, dès la phase administrative, donc dès le premier examen par l'équivalent l'OFPRA et ses homologues, eh bien, ils aient droit à un conseil juridique, c'est-à-dire une information dans leur langue sur le cadre dans lequel ils sont, dans lequel leur demande est formulée et les attentes, enfin, l'explication du système dans lequel ils entrent. Donc ça, cette aide, ce conseil juridique est pour nous central. Et du coup, en admettant que le pacte asile-immigration passe tous les votes qui vont avoir lieu d'ici la fin du mandat, et que du coup ça rentre en vigueur dans les 2 ans à venir, est-ce que après ça, c'est bon, l'Union européenne a réglé tous les problèmes qu'elle avait jusqu'ici en matière de politique d'asile-immigration, ou est-ce qu'il reste encore du travail à faire ailleurs? Alors permettez-moi de corriger un tout petit peu le vocabulaire. La migration, c'est pas un problème, c'est une réalité. Oui. La migration, c'est aussi dans certains domaines une Alors, je parlais de problème avec la politique, pas avec la migration en tant que telle, mais avec la politique. Et donc la migration, c'est un sujet depuis que l'humanité existe. Les groupes, les communautés se déplacent d'un espace géographique à l'autre en fonction de la prospérité de chacun d'entre eux. Il est possible que cette migration augmente, en lien notamment avec le changement climatique qui crée des tensions d'ores et déjà en Afrique sur les rendements des sols. Ça crée des tensions entre groupes sociaux et ça aboutit souvent à des déplacements de population. Il faut savoir que la plupart restent en Afrique et ne se déplacent pas jusqu'en Europe. C'est que 10% des personnes qui cherchent à rejoindre l'Europe, si on compte l'ensemble de la migration intra-africaine. C'est les chiffres de la structure des Nations Unies pour la migration qui donne ces résultats. Donc, les règles que nous avons fixées sont un pas en avant pour à la fois appliquer les règles et respecter notre humanisme, notre volonté d'accueillir, c'est notre tradition européenne, ceux qui fuient la persécution, comme c'est dit dans la Convention de Genève de manière formalisée. Mais est-ce qu'il y a nous allons compléter ces textes très vraisemblablement parce qu'il y aura de nouvelles réalités, puis parce qu'il y a des bouts qui manquent. Il manque la migration légale, je le disais, pas sûr qu'on la termine sur ce mandat. Il manque la directive retour, sur laquelle on n'a pas été en capacité d'avancer, mais je pense qu'on avancera beaucoup mieux quand on commencera à rentrer dans des dialogues plus globaux avec les États d'origine, qu'on aura des exemples, qu'on aura... voilà. On se rendra peut-être compte dans l'application de certains textes qu'il y a certaines choses à adapter. Je pense que c'est un ouvrage qu'il faut sans cesse remettre sur le métier, mais je forme le vœu qu'après une période très difficile, où on n'est pas arrivé à légiférer, ce pacte soit adopté comme une étape de
une forme de banalisation du débat sur l'asile et la migration. C'est un sujet, il faut en parler régulièrement. C'est pas tout à fait un sujet politique comme un autre, mais c'est un sujet qui mérite débat, qui mérite euh, compréhension mutuelle, respect des situations aussi différentes que vivent les États membres, et que face à l'incroyable déficit démographique, hein, un de vos internautes l'évoquait sur une question par le chat, euh, voilà, on regarde aussi les choses en face et on se dit qu'il y a peut-être une migration légale à structurer, à adapter au cours du temps, euh, et pas uniquement voilà, sur certains créneaux de compétences professionnelles, mais aussi une migration. Vous l'évoquiez d'ailleurs, je crois, tout à l'heure, le soin à la personne, par exemple, Mhm. est un domaine dans lequel on a d'énormes déficits. Et en parlant de dialogue, hein, le Parlement européen, donc avec tous ces groupes politiques, c'est une institution où on fait beaucoup de compromis, les groupes politiques se parlent entre eux, et sur ce sujet-là, qui est la politique migratoire, la politique d'asile, qui est un sujet qui est, on va dire, assez chargé politiquement, comment ça s'est passé la collaboration avec les autres groupes politiques? Est-ce qu'il y a eu des convergences idéologiques avec le PPE, CR, ID, ou avec le groupe socialiste, les Verts de l'autre côté? Comment ça s'est passé cet équilibre politique Nous entre les différents avons, groupes? ouais, nous avons vraiment cherché à construire une majorité toujours autour de ce qui constitue la coalition qui gère en responsabilité le Parlement, c'est-à-dire le PPE, le centre droit, Renew, mon groupe, les centristes, et les socialistes et démocrates, le groupe de centre-gauche. Parfois, plutôt sur d'autres textes, on arrive à avoir l'accord des Verts. Là, c'était compliqué. Moi, j'ai essayé longtemps sur mon texte, mais au bout de la route, on n'y est pas arrivé. Donc, c'est le socle de l'ensemble des textes. Et c'est dans cette logique que nous avons construit les compromis. Nous ne cherchons pas jamais, d'ailleurs, pour ce qui me concerne, à attirer les voix d'extrême droite. L'extrême gauche, c'est assez difficile de la convaincre sur ces sujets. Même si, par exemple, en tant que responsable d'un texte, je dialogue avec tout le monde. Notre structure de base pour travailler sur les textes, c'est la réunion de tous les rapporteurs pour le compte de leur groupe. Et dans ces réunions, l'extrême gauche est très présente, l'extrême droite très absente. Les idées, là, le RN de Marine Le Pen, on ne les voit jamais, sauf en commission. L'année dernière, quand on a adopté la position du Parlement, ils sont venus et ils ont déposé une motion de rejet pour nous empêcher d'avancer. C'est assez intéressant de voir que sur un sujet qu'ils dénoncent souvent, ils disent qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et bien, quand on fait un pas en avant important, ce pacte, ils font tout pour le bloquer. Et du coup, en parlant Ils de sont ça, peut-être intéressés à maintenir le problème, d'ailleurs, hein, et plus qu'à le justement, résoudre. en parlant de l'extrême droite, de son positionnement vis-à-vis de ça, donc l'immigration, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est assez sensible politiquement, voire même toxique, qui est exploité par l'extrême droite, surtout dans le cadre d'une campagne électorale. Est-ce que vous pensez que le pacte asile-immigration, c'est un paquet de textes qui va offrir une réponse qui va retirer en fait un certain nombre d'arguments phares de l'extrême droite pour les élections européennes et même au-delà, dans l'instrumentalisation de l'immigration qu'ils ont jusqu'ici? Je dois dire que ça n'était pas notre objectif principal, Bien mais sûr, oui, j'imagine bien. il répond à l'un de leurs, comment dire, de leurs discours préférés, c'est la migration irrégulière. Par le texte qu'on n'a pas trop évoqué d'ailleurs, dit de screening, qui donne 7 jours aux États membres pour enregistrer toutes les personnes qui rentrent irrégulièrement, prendre une photo et des empreintes digitales, c'est-à-dire au fond, à peu près la même chose que ce qu'il y a dans notre passeport. Hein. On prend les éléments qu'ils auraient dû montrer s'ils étaient passés par une voie légale. Là, dans une voie illégale, on vérifie rapidement, enfin, on vérifie efficacement qu'ils ne sont pas dans des fichiers de criminels. Ils ne sont pas très nombreux parmi les migrants, mais vaut mieux le vérifier. Avant d'entrer dans la phase dépôt de demande d'asile s'ils le souhaitent, ou retour s'ils ne souhaitent pas déposer l'asile. Parce qu'à ce moment-là, ils sont considérés comme inadmissibles. Donc, c'est ce contrôle de la migration irrégulière par cet enregistrement. Donc, à partir de là, on connaît toutes les personnes qui sont sur le territoire européen et on sait, grâce au fichier constitué qui s'appelle Eurodac, par où ils sont entrés, dans quelle composition familiale
ils sont, bref, on la maîtrise. Et ça, c'est vraiment un argument tellement commode, cette migration irrégulière, ces gens qui n'ont pas de droit, euh, que nous enlevons avec plaisir au Rassemblement national, mais ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'assurer la sécurité, comme le fait très bien la zone Schengen, de se mettre en conformité, au fond, dans ce volet asile et migration. Un sujet qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans cette interview, c'est en fait la dimension un peu extérieure aussi de la politique d'asile-migration, hein, puisque c'est pas seulement l'Union européenne qui règle son truc dans son coin, ça passe aussi par des discussions, des accords avec des pays tiers, des pays non européens. Et il y a eu tout un débat sur la soi-disant externalisation de la politique migratoire, avec que ce soit lorsque, vous l'avez dit en tout début d'interview, quand l'Union européenne négocie des accords un peu globaux avec les pays tiers, où on parle migration, on parle politique de développement, etc. pour dire voilà, vous devez accepter, je vous donne de l'argent européen pour vous développer, mais en retour, vous devez accepter d'accepter de reprendre chez vous les demandeurs d'asile qui ont été refusés. On a vu, c'était là d'ailleurs ce qui avait un peu mis fin à la crise des migrants en 2016, un accord qui avait été conclu avec la Turquie, où la Turquie, en échange d'un chèque européen, prenait en charge une large part des migrants qui cherchaient à venir en Europe jusqu'ici. Mais en même temps, est-ce que ça crée pas le fait qu'il y ait ces échanges avec les pays tiers, même s'il y a quelque part une logique, est-ce que quelque part ça crée pas aussi une vulnérabilité? Dans le sens où on l'a vu par exemple avec la Turquie, on l'a vu avec la Tunisie, avec le Maroc, avec des pays qui sont pas toujours complètement démocratiques ou qui ont quelques dérives, quand ils sont pas contents, ils ouvrent, entre guillemets, ils ouvrent les vannes de l'immigration jusqu'à ce que l'Europe leur lâche quelque chose. Est-ce que le fait de se reposer aussi sur ces pays tiers ne crée pas une vulnérabilité pour l'Europe? Alors, si vous me le permettez, je répondrai de manière différenciée suivant les pays concernés. L'accord avec la Turquie trouve son origine dans la guerre en Syrie. Les Syriens fuient à pied, en véhicule terrestre, pour l'essentiel, et donc ils passent tout naturellement par la Turquie. Ils pensaient, là aussi, comme je l'évoquais pour l'Ukraine, que la guerre ne durerait pas longtemps et qu'ils pourraient rentrer dans leur pays. Et c'est donc assez volontiers pour certains qu'ils se sont installés provisoirement sous des tentes installées par les ONG en Turquie. Pour prendre en compte cette charge importante que ça représentait, l'Union européenne a accepté de négocier un accord avec la Turquie, tout en accueillant quand même, alors j'ai plus les chiffres en tête, quelque chose comme 2 millions de Syriens dans l'Union européenne, sachant qu'il y en avait 4 en Turquie, qu'il y en a aussi d'ailleurs dans d'autres pays, comme Oui, c'est au les pays Liban. limitrophes qui en général Oui, accueillent. il y en a beaucoup, beaucoup au Liban. C'est le pays qui a le ratio le plus important de migrants syriens par rapport à sa population. Il y en a en Égypte et un peu partout dans le Moyen-Orient. Cet accord a permis de stabiliser la population. Nous y avons mis des contreparties importantes pour la Turquie, notamment la scolarisation des enfants, qui se passe à certains endroits bien, à d'autres beaucoup moins bien. Si cette situation se prolonge, il faudra probablement modifier assez profondément cette coopération. Mais elle s'est faite sur des bases, au départ, liées au fait, liées à la guerre. L'accord avec la Tunisie est très différent. Il a été fait par un nombre limité d'États européens. Ça ne vous a pas échappé que la France n'y a pas participé. Avec un président qui a fait connaître sa haine à l'égard des migrants, ce qui a d'ailleurs, on peut le penser, provoqué des traversées plus importantes, et notamment l'arrivée massive en septembre à Lampedusa, de bateaux venus de la côte tunisienne, dans un pays qui en fait n'a pas de procédure de demande d'asile. C'est-à-dire, si vous retournez quelqu'un qui n'est pas tunisien en Tunisie, il ne peut pas faire valoir ses droits. Donc les conditions là ne sont pas du tout remplies pour un accord, signé assez précipitamment d'ailleurs, avec certes Mark Rutte, le néerlandais, mais aussi Madame Meloni, la première ministre d'extrême droite italienne. Donc voilà, c'est presque un contre-modèle pour nous, l'accord avec la Tunisie. Pourtant, il était présenté comme étant, c'était censé, la manière dont Mme van der Leyen le présentait, c'est voilà, c'est censé être le template pour tous les accords futurs qu'on aura en matière migration. Pas pour nous dans la commission Libé et la majorité des députés, pas pour la France non plus, qui ne s'est pas beaucoup exprimée sur le sujet, mais qui n'a pas participé, ce qui est quand même assez étonnant. Je rappelle que la Tunisie était un protectorat français, qu'on a encore d'excellentes relations. C'est un pays
où probablement aujourd'hui il y a le plus de relations, par exemple, universitaires, hein, et historiques. Donc, dans un respect mutuel que le protectorat a assez préservé, hein, par rapport à d'autres pays qui étaient des colonies de plein exercice. Donc, euh, Mais non, ce n'est pas un modèle. Il y a pire encore, si vous voulez, c'est le Rwanda. oui, C'est envoyer des gens dans un ça c'est pays monnaie qui n'est britannique. Ça c'est. absolument pas. Ça, c'est le Danemark et le Royaume-Uni. Euh, donc tout ça, ça n'existe pas en droit européen. D'ailleurs, il y a une procédure d'infraction de l'Union européenne qui est enclenchée, je crois, alors pas pour le Rwanda, mais pour une autre hypothèse qui est l'Albanie, envisagée par l'Italie. Ah, Et tout ça, la commission s'est saisie de ça. J'ai vu que la Cour suprême albanaise avait retoqué l'accord, mais je ne savais pas que la oui, ou je Commission me européenne. trompe entre la Cour suprême albanaise et... Oui, Il j'ai me pas semble que c'est la renseigné. Cour suprême albanaise C'est la qui avait Cour retoqué. suprême albanaise qui a dit qu'il n'y avait pas de... enfin, que ça ne relevait d'aucun droit défini. Excusez-moi, je fais une confusion. Pas de souci, pas de souci. Mais toujours, parce que on m'a reposé la question dans le chat. Sur ces accords toujours avec l'extérieur, la Turquie ou la Libye. La Libye, c'est même encore pire. Est-ce que quelque part, bah, il n'y a pas je veux dire, on ferme pas volontairement les yeux sur les écarts en matière de droits de l'homme et dans ces pays-là, en échange qu'ils prennent en charge qu'ils prennent en charge les migrants pour l'Union européenne, ou du moins qu'ils limitent les entrées sur le territoire européen. On a vu, puisque le chat mentionne la Libye, on a eu un certain nombre d'exemples où des bateaux de garde-côtes libyens cofinancés par l'Union européenne on s'est aperçu qu'en fait ils étaient impliqués dans des violations des droits de l'homme de bateaux de migrants, etc. Donc est-ce que quelque part l'Union européenne ne ferme pas volontairement les yeux sur certaines choses? Il y a beaucoup de polémiques sur les pratiques de Frontex, ou du moins est-ce que Frontex était au courant ou pas de pratiques de pushback, notamment des gardes-côtes grecs. Donc comment vous voyez ça? Alors, nous savons tout ça sur le bateau libyen qui aurait pas du tout respecté l'accord, ou les pushbacks grecs, parce que nous avons une liberté de la presse, une liberté des médias, une possibilité d'expression libre des ONG. Et ce contre-pouvoir est indispensable, parce que il y a un accord avec la Libye qui mérite d'être remis à plat. Moi, je dois dire que j'ai pas, pendant ce mandat, consacré beaucoup de temps sur la dimension externe, hein, de la migration, mais que c'est vraiment, si le pacte est adopté, la partie qui restera, et je compte vraiment m'y impliquer, et d'ailleurs de nombreux collègues du Parlement aussi. Je ne jetterai pas Frontex avec l'eau du bain. C'est Frontex qui nous fournit énormément d'informations aériennes sur tous les bateaux en déshérence, et qui donne cette information à tous les États limitrophes responsables d'une zone de sauvetage en mer. Donc c'est Frontex qui assure qu'il y a une bonne couverture. Après, il informe l'ensemble des riverains, des zones limitrophes. Il y a une polémique sur ce que font les Libyens quand ils interviennent dans la zone de sauvetage en mer maltaise. C'est un point qui est assez avéré, sur lequel je compte travailler, puisque les Maltais eux-mêmes ne semblent pas assurés totalement, ne sont pas assurés du tout, pardon, le sauvetage en mer dans leur zone dont ils ont la charge. Il se trouve que c'est une zone est-ouest, donc les migrants finissent, s'ils arrivent à poursuivre leur route, par arriver soit dans les eaux grecques, soit dans les eaux italiennes. Donc tous ces points méritent d'être clarifiés, mais on voit qu'on est à la limite entre les questions de migration des ministères de l'Intérieur, les questions diplomatiques, voire des questions plus conflictuelles. Hein. Ça ne vous a pas échappé que dans le... Alors c'était un autre sujet, c'était la protection du sous-sol. Les Turcs revendiquent un certain nombre de ressources naturelles qui sont dans les eaux territoriales grecques, mais très très proches des côtes turques. Vous savez que la marine française a envoyé, c'était il y a une petite année, des navires français en appui des navires grecs pour défendre donc les eaux territoriales grecques. Donc c'est des sujets plus complexes que nous devons encore traiter, même si pour le Parlement on est en limite, puisque la diplomatie ne fait pas partie de nos compétences, mais dès lors que c'est lié à la migration, voilà, il y a un impact. En tout cas, on a bien pris conscience de l'importance de ces sujets de relations avec les pays tiers,
et de vérification, de contrôle sur l'application de ces accords avec des pays comme la Turquie ou la Libye, encore plus. Maintenant, la question centrale pour la Libye, c'est les passeurs. La Libye n'est pas un État organisé, la Libye est aux mains de factions. Quelle est exactement l'organisation des gardes-côtes, la place des passeurs, les éventuels accords entre certains, comment on peut lutter contre eux, et là on parle plutôt d'Europol et de lutte contre les réseaux mafieux, hein. C'est aussi le sujet qui est d'ailleurs traité dans notre commission. Là on parle de trafic d'êtres humains, en organisant les traversées, en remettant d'ailleurs souvent à des réseaux qu'ils maîtrisent dans les pays d'arrivée les personnes qu'ils font débarquer. Ça alimente notamment des réseaux pour les femmes de prostitution. Oui. Donc voilà, là on est sur un registre pour le coup anti-trafic, criminel, anti-human trafic d'êtres humains, hein. C'est de l'esclavagisme en fait, hein. C'est du trafic d'êtres humains. Ça fait 1 heure. Je vous avais promis que je vous libérais après 1 heure, donc je vais vous poser juste la dernière question. Si vous aviez un message pour les gens, si les gens doivent retenir une seule chose de ce pacte asile-immigration, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de cette réforme européenne? Qu'elle est vraiment européenne. C'est les mêmes règles appliquées dans toute l'Europe. C'est un équilibre, application des règles avec fermeté et humanité. C'est ça nos valeurs européennes fondamentales. Les migrants n'ont rien fait de mal, il s'agit de les accueillir. Et pour ceux qui n'ont pas de droit à séjourner en Europe, de leur dire vite, pour qu'ils puissent poursuivre leur vie dans leur pays d'origine, où on va les retourner en respectant leurs droits humains. Pour les autres, il faut les intégrer très vite. S'ils fuient la persécution, s'ils fuient une guerre, il faut leur donner la possibilité de construire une nouvelle vie. Ça aussi, c'est l'honneur de l'Europe. Eh bien écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à nos questions ce soir, sur un sujet compliqué mais fascinant. Merci à vous de l'avoir creusé, de vous y être intéressé. C'est quand même assez ardu, assez technique, assez juridique, parce qu'on touche à la souveraineté, hein, à l'accès au pays. Oui, et puis c'est politiquement lourd comme sujet, oui. Ouais. Mais moi, merci beaucoup. C'est inflammable. Tout sujet peut brûler à un moment Oui, donné. clairement. Oui, et parfois c'est même les sujets les plus a priori anodins qui se trouvent être les plus inflammables. Mais merci encore. Chat, soyez sûr de remercier Mme Keller pour son temps. Vous pouvez la suivre sur X. Vous voyez son hâte juste sous le flux vidéo. Restez avec moi. Mme Keller, merci encore. Je vous souhaite à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et chat, restez avec moi. À très bientôt, Mme Keller. À bientôt. Au revoir. Alors, chat. Dites-moi tout. En attendant, moi je ferme tout. Tac. Et je suis tout à vous. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi j'ai pris mes petites notes, comme d'habitude. Je regarde juste si j'ai pas loupé une question. Non, c'est bon. Donc voilà, on a parlé un sujet assez lourd, hein, pacte asile-migration, toute la réforme européenne de cette politique migratoire, politique d'asile. C'est un sujet, hein, comme j'ai expliqué en introduction, qui est un serpent de mer, qui a des grosses conséquences, hein, qui a eu des grosses conséquences au niveau politique européen, hein, puisque c'est un serpent de mer, parce que ça fait depuis 2015 maintenant qu'on en parle, depuis la fameuse crise des migrants, où il y a eu 1 million de gens qui sont arrivés en l'espace d'une année aux frontières européennes, beaucoup de Syriens qui fuyaient la guerre civile, et où l'Europe en fait s'est retrouvée face à une situation qu'elle n'avait pas anticipée, où les limites du système actuel, donc ce qu'on appelait les règles de Dublin, sont arrivées un peu au bout, hein. On avait des pays, la Grèce, l'Italie principalement, qui se retrouvaient incapables de gérer les flux auxquels ils faisaient face, et les autres pays européens qui en fait n'étaient pas très enclins à faire preuve de solidarité, qui est plutôt en train de dire moi ok, grec, italien, on est tout cœur avec vous, mais gardez-les chez vous. Avec quelques exceptions, on a eu la politique du Wirtschaftswunder d'Angela Merkel en Allemagne, qui a fait une politique d'ouverture vis-à-vis des migrants, mais ça a eu aussi des conséquences politiques, hein, puisque cette crise des migrants, comme on l'appelle, c'est quelque chose qui a eu un profond effet sur la structure politique au niveau européen, puisque ça a participé, il n'y a pas eu que ça, mais ça a participé au retour
ou à peut-être pas le retour, mais en tout cas la croissance des populismes en Europe, hein, où on a vu, parfois pour des raisons complètement opposées, hein, par exemple, en Italie, vous avez vu le retour, la montée en puissance de mouvements populistes comme la Lega, l'extrême droite italienne de Matteo Salvini, donc ça, extrême droite, et à gauche, proto-gauche, c'est un mouvement particulier, mais bref, on classe plutôt à gauche en général, le mouvement 5 étoiles, qui pareil était très critique de la migration et qui en fait se sentait jouer sur le fait que les Italiens se sentaient quelque part à raison, abandonnés par les Européens et laissés seuls pour gérer une crise migratoire. Et donc ça avait mené notamment à l'arrivée au pouvoir de Matteo Salvini et de Cinque Stelle au gouvernement italien, justement propulsé par cette question migratoire. Aujourd'hui, on a Giorgia Meloni, qui a été d'une coalition avec l'extrême droite et le centre droit. Pareil, poussé largement par la question migratoire et qui s'est fait élire sur l'idée qu'elle allait mettre fin à la crise migratoire en Italie, et c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs elle est en soutien, elle a beaucoup soutenu, elle arrivait en soutien à la fin, de ce pacte asile-migration, parce que ça lui permettait de dire aux Italiens, bah voyez, c'est quelque chose qui nous bénéficie. Autre exemple classique où cette crise des migrants a restructuré un peu l'échiquier politique, c'est en Allemagne, où, comme je l'ai expliqué, on a eu une politique d'ouverture, le Wir schaffen das, ça veut dire nous pouvons le faire en allemand, d'Angela Merkel, qui avait dit, bah voilà, nous pouvons accueillir ces migrants chez nous, et qui avait dit, voilà, ces gens sont les bienvenus en Allemagne. Donc vous aviez une situation où la droite disait, migrants, vous êtes les bienvenus chez nous, vous pouvez faire vos demandes d'asile chez nous. Ça a créé tout un bordel au niveau européen, parce qu'elle avait fait ça un peu sans trop consulter les autres États européens, etc. Mais la droite européenne, c'est quelque chose qu'on ne demande pas souvent, mais la droite avait fait une politique de porte ouverte vis-à-vis des migrants en Allemagne, et en fait, ça avait créé ça avait créé une situation où l'extrême droite allemande est réapparue. Ce qui est aujourd'hui le parti d'extrême droite, un parti extrêmement important, de mémoire, c'est le deuxième parti dans les sondages aujourd'hui en Allemagne, l'AfD, Alternative für Deutschland. C'est un parti d'extrême droite qui a été créé en 2013. À la base, c'est un micro-parti anti-euro qui ne pèse rien dans les sondages. Et à l'occasion de la crise des migrants, ils se sont saisis de cette opportunité pour en fait devenir un parti anti-immigration, et ça les a propulsés dans les sondages. Ça a permis pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale le retour de l'extrême droite au Bundestag, et aujourd'hui ils sont le deuxième parti, le deuxième parti allemand. Ce qui montre bien qu'il y avait une grosse pression politique pour trouver au niveau européen une solution pour un peu enrayer cette montée des populismes, et en même temps faire acte de solidarité avec des pays du Sud qui étaient en première ligne et qui devaient gérer des situations pas possibles. Elle a dit parce que la population allemande est vieille. Oui, bien sûr, il y a plein de raisons derrière ça. Il y a une question, on va dire, économique, parce qu'effectivement, il y a un vieillissement de la population en Allemagne qui, du coup, faire venir des migrants, c'est vu une manière d'amener du travailleur frais, entre guillemets, dans le pays. Il y a aussi des raisons personnelles. Pour Angela Merkel, beaucoup considèrent que le fait qu'elle ait fait ce choix de politique d'ouverture du Wir schaffen das, c'est aussi une décision personnelle, liée à son histoire personnelle, puisque Angela Merkel, c'est quelqu'un qui a grandi en Allemagne de l'Est. Donc à l'époque du rideau de fer, elle était dans le bloc soviétique, entre guillemets, et elle a connu, elle sait de son histoire personnelle, le fait qu'elle sait ce que c'est que d'avoir des gens qui cherchent à fuir le pays pour aller chercher une vie meilleure, avec des pays, les Allemands de l'Est, ou avec des gens qui étaient du bloc de l'Est, qui fuyaient vers l'Ouest, pour essayer d'avoir la liberté, d'avoir une meilleure vie. Et quand il y a eu la réunification, elle a aussi vécu cette difficulté de s'adapter entre des gens des régions qui avaient un développement économique clairement en retard par rapport à l'Amérique de l'Ouest, un regard un peu différent, les Allemands de l'Ouest vis-à-vis des Allemands de l'Est. Donc il y a aussi une histoire personnelle d'Angela Merkel qui a joué dans le fait qu'elle a dit, voilà, on a un devoir d'aider ces gens-là qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, et qui nous considèrent comme étant un espoir pour eux, un espoir de vivre une vie sans persécution, etc., etc. Donc c'est pas... Il y a une dimension effectivement intérêt allemand, population vieillissante, mais il y a aussi une dimension très personnelle d'Angela Merkel qui normalement est quelqu'un qui était quelqu'un particulièrement comment dire,
connue pour être distante, très posée, etc., etc., mais qui sur ce coup-là avait pris sur elle et dit voilà, follow fait sur demande et recommandation d'Hugo. Bah écoute, merci à toi, bienvenue, et merci à Hugo de recommander la chaîne. C'est fort gentil de sa part. Bienvenue, on débrief une interview que je viens de faire sur la politique d'asile et migration, la réforme européenne de la migration. Donc voilà, un peu pour le contexte, et pourquoi cette politique d'asile et migration, enfin cette réforme de politique migratoire était quelque chose de très attendu, et qui devrait voir le jour là dans les deux, enfin, qui devrait être adopté dans les semaines qui viennent. Vendredi, c'était le Conseil, donc les États membres, qui a validé le deal. Mercredi, c'est la commission Libé, donc la commission parlementaire auquel appartient Madame Fabienne Leclerc, qui va valider, et il va y avoir d'ici fin mars ou début avril le vote en plénière, où cette fois ça sera topé et ça sera fait. Maintenant, c'est un paquet qui était très controversé, le sujet est lourd politiquement, mais aussi au niveau du contenu, c'est quelque chose qui était controversé parce que vous aviez un volet solidarité, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les pays de première ligne, l'Italie, la Grèce, puissent être aidés pour faire face à des flux de migration, aussi face à l'instrumentalisation qu'on a vue des migrants, notamment par la Biélorussie, par la Russie, par le Maroc, par la Turquie, etc., en situation de crise. Mais aussi un mood un peu de dire, voilà, faut qu'on renforce la protection de nos frontières, faut qu'on gère mieux nos flux. On a une situation aujourd'hui où on a 80% des demandeurs d'asile qui sont refusés, qui ne sont pas renvoyés dans leur pays. On a des durées extrêmement longues pour les procédures d'asile. Je crois que c'est 18 mois en moyenne la durée d'une procédure d'asile. Donc on a ce pôle solidarité qui se traduit principalement par ce nouveau pool de ce qu'on appelle les relocalisations. C'est-à-dire, on dit voilà, pour le moment, il y a jusqu'à au moins 30 000 personnes, 30 000 migrants au niveau européen, qui peuvent être relocalisés pour aider les pays de première ligne. C'est-à-dire que la France pourra dire moi je vais prendre 100 personnes chez moi, sans demandeurs d'asile de l'Italie, pour les faire venir en France pour gérer leurs demandes et aider l'Italie à gérer le flux. L'Allemagne va dire moi j'en prends 200, etc., etc. Avec une exception néanmoins, qui était prévue en anticipation d'un certain nombre de pays de l'Est, et notamment de Viktor Orban, leader d'extrême droite hongrois, où en fait c'est un choix, c'est pas obligatoire, tu n'as pas l'obligation de prendre 500 personnes, 1000 personnes chez toi, dans ton pays, depuis l'Italie ou n'importe où ailleurs, c'est un choix que tu fais. Mais si tu choisis de ne pas prendre de migrants chez toi, dans ce cas-là, tu fais une contribution financière, tu dis voilà, pour chaque migrant que tu refuses, tu dois mettre 20 000 € sur la table, qui vont contribuer à financer un certain nombre de choses. Ça va financer le budget européen, mais surtout, derrière, c'est de l'argent qui va être utilisé pour financer des structures d'accueil dans les pays qui, eux, gèrent les migrants, doivent faire ce migrant. Je me tourne autour de moi, parce que je cherche mon verre d'eau, mais je crois que j'ai oublié dans la cuisine, donc j'ai l'air un peu con. Bon, tant pis. Je vais m'assoiffer encore pendant un petit moment, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je disais, un truc très intéressant que j'ai oublié. Oui, là, c'est donc vous mettez 20 000 € à la poche, et en échange, vous ne prenez pas de migrants. Déclaration de guerre absolue pour l'extrême droite. Les trois vont me dire non, c'est une amende, c'est une violation de la souveraineté des peuples, on nous punit parce qu'on refuse de prendre des migrants. Et c'est de la solidarité. Et encore une fois, c'est un choix que tu fais. Tu peux choisir de prendre des migrants, tu peux choisir de mettre les 20 000 €, tu peux contribuer aussi, c'est pas juste tu mets 20 000 € sur la table, tu peux aussi contribuer directement au pays qui aide. Par exemple, tu peux dire je vais aider l'Italie à construire un centre d'accueil pour les migrants, financer des traducteurs, etc. Donc ça peut prendre différentes formes. Mais pour l'extrême droite, c'est mon Dieu, la solidarité, comment c'est possible? Donc vous avez ce premier volet solidarité, avec une optimisation aussi des procédures d'asile, une harmonisation des procédures d'asile au niveau européen, puisque aujourd'hui, il y a, même si on a un cadre global, ce qu'on appelle le règlement de Dublin, qui dit voilà, c'est le pays dans lequel le premier pays européen dans lequel un migrant arrive qui est responsable de sa demande d'asile. Tu arrives en Italie, c'est l'Italie qui est responsable de ta demande d'asile.
Le pacte asile-immigration maintient ce principe-là, mais rajoute le principe de solidarité. Il harmonise tout un ensemble de procédures pour faire en sorte que tout le monde fasse la même chose un peu partout. Solidarité, tu peux choisir de faire des logements sociaux ou tu peux payer. Ah non, ah bah, ça, faut expliquer ça aux communes de droite, ça. Ça, ils ont oublié le fait que que c'est optionnel, le fait de faire des logements sociaux. Je me souviens même plus c'est quoi le pourcentage dans les communes. C'est 20% ou une connerie comme ça, je crois, tu dois avoir dans les communes de logements sociaux. Bref, on fait... c'est hors sujet, mais voilà, j'ai la ref. Je dis un autre truc intéressant. Et voilà, donc là, on a le volet solidarité, et après, on a aussi un volet un peu plus ferme, on va dire, sur cette politique de migration, et qui est une des raisons pour lesquelles une partie de la gauche et les ONG sont pas franchement fans de ce pacte asile-immigration. Pourquoi ? Parce que pour faire face à un grand nombre de demandeurs d'asile, hein, attendez, je vais vous sortir les dernières statistiques de mon chapeau, ne bougez pas, hop, voilà. Là, je vous sors l'évolution des flux migratoires en Europe entre 2015 et 2023. Donc, vous voyez, 2015, hein, il y avait 1 million de personnes qui sont arrivées irrégulièrement, donc manière illégale, qui sont entrées sur le territoire européen. Aujourd'hui, en 2023, on est un peu plus de 300 000. Hein. Donc, on voit une tendance à la hausse depuis 2020. En même temps, il y avait le Covid, donc ça avait créé évidemment un creux. Mais on est très loin des chiffres de 2015, même si clairement on est aux chiffres les plus hauts depuis 2016. Et du coup, bah voilà, faut gérer ces gens-là. Et évidemment, quand il y a beaucoup de gens, bah, ça veut dire que les procédures se rallongent, etc., etc. Et donc, ce pacte asile-immigration, le truc qui est fait, qui fait couler beaucoup d'encre, c'est une nouvelle procédure aux frontières qui dit, bah voilà, on va créer des centres fermés où on va mettre les demandeurs d'asile qui sont en fait ceux qui ont le moins de chances de succès, ceux qui ont le moins de chances de réussir leur demande d'asile, par exemple, en fonction de leur pays d'origine. C'est-à-dire, tu prends les pays d'origine, et si, bah, je sais pas, j'invente complètement un exemple au hasard. Admettons, un migrant tunisien arrive en Europe, il fait une demande d'asile. La Tunisie, admettons, a un taux d'acceptation de cette demande d'asile de moins de 20%. C'est-à-dire que moins de 20% des demandeurs d'asile d'origine tunisienne voient leur demande d'asile autorisée. Donc c'est-à-dire si tu es tunisien, il y a de très grandes chances que ta demande d'asile soit rejetée. Et bah ces gens-là, qui ont moins de 20% de chances d'avoir d'être acceptés, comme d'avoir leur demande d'asile reconnue parce que leur pays est considéré comme sûr, parce qu'il n'y a pas de persécution particulière, il n'y a pas de guerre, etc. Et bah ils vont être mis dans ces centres fermés qui, en fait, existent dans une fiction juridique. En gros, on va se dire, voilà, ce bout de territoire, ce centre, c'est pas en Europe. C'est un centre qui va être en Italie, près de la frontière italienne, mais en fait, c'est pas en Europe. On va dire, voilà, ce territoire, on va dire que c'est... il y a une fiction juridique qui ne sont pas sur le territoire européen. C'est comme si, en gros, ce centre, c'était un aéroport. Quand tu as un aéroport, avant de passer les contrôles de sécurité, tu n'es pas formellement encore sur le territoire français. Et ben on va dire, voilà, quand les gens qui sont dans ce centre, ils ne sont pas formellement sur le territoire européen. Et ils vont avoir une procédure accélérée qui va durer jusqu'à 6 mois maximum, où on va examiner rapidement leur dossier d'asile, et si jamais leur dossier est retoqué, eh ben on va les renvoyer dans leur pays. Donc il y a un durcissement de cette politique via ces centres fermés, qui ne concerne qu'une minorité de demandeurs d'asile, hein, encore une fois. Enfin, une minorité de demandeurs d'asile. Je veux dire qui va concerner au maximum 30 000 personnes. C'est-à-dire que, en gros, on crée cette nouvelle procédure accélérée pour les gens qui ont le moins de chances d'avoir l'asile de base, parce qu'en gros, on dit, voilà, statistiquement, il y a peu de chances qu'ils aient l'asile, donc on va aller plus vite sur eux pour permettre de dégager du temps sur ceux qui ont des vraies chances d'être éligibles à l'asile, et donc de bénéficier de droits particuliers. Mais c'est 30 000 places maximum. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas mettre 50 000 personnes dans des camps comme ça. On dit, voilà, on fout tout le monde dans ces camps-là, dans ces endroits qui ne sont pas considérés sur le territoire européen avec des procédures accélérées. C'est maximum 30 000 personnes. S'il y a plus de 30 000 personnes dans ces camps-là, dans ce cas-là, ils repassent en procédure normale. C'est vraiment, c'est un moyen
de gérer un surplus un surplus de demandes d'asile, ce n'est pas censé devenir la procédure par défaut pour tout le monde. C'est procédure exceptionnelle, et si on a à un moment donné plus de 30 000, et ben il repasse dans la procédure normale parce que c'est une procédure exceptionnelle, etc. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les ONG et la gauche sont particulièrement critiques de ce pacte asile-immigration, parce que voilà, c'est des gens qui sont en centre fermé, avec des procédures différentes de la procédure d'asile normale, des procédures accélérées, etc. etc. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles c'est particulièrement controversé. Je regarde mes notes si j'ai oublié des trucs. Oui, deuxième chose deuxième nouveauté, grande nouveauté de ce pacte d'immigration, c'est un mécanisme pour les crises. Un mécanisme spécifique pour les crises. C'est-à-dire que, bah voilà, si à un moment donné, tu as un grand nombre d'arrivées, par exemple, voilà, on reste sur ce graphique-là, on est en 2015. Un nombre énorme de gens arrivent soudainement en Italie et en Grèce. On va dire, voilà, là c'est une situation de crise. Dans ce cas-là, on va mettre en œuvre des nouvelles règles, enfin pas des nouvelles règles, mais on va ouvrir les possibilités de mettre les gens dans ces centres de traitement rapide des demandes d'asile pour essayer d'accélérer le rythme. On va rallonger les délais légaux pour traiter les demandes d'asile, parce que voilà, de manière réaliste, il y a tellement de gens qu'on ne peut pas respecter les délais normaux, il y a juste trop de gens, donc on dit voilà, on va doubler je dis doubler, je crois pas que c'est doublé dans tous les cas, mais en tout cas rallonger la période d'examen de leur procédure pour pouvoir gérer un peu ce flou. Donc, premier type de crise, c'est un afflux soudain de gens. Et deuxième situation de crise, c'est ce qu'on appelle la migration manipulée. C'est-à-dire que c'est pas de la migration entre guillemets naturelle, entre guillemets, c'est par exemple la Biélorussie. Je dis la Biélorussie parce que la Biélorussie l'a fait, qui fait venir des migrants dans son pays et qui les balance à la frontière européenne. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent créer une crise politique en Europe. Ils veulent créer une pression sur les Européens pour obtenir quelque chose en échange. Donc ils ont fait littéralement venir des gens par charter d'Irak en disant ouais les gars, venez en Biélorussie, je vous amène à la frontière polonaise et vous allez pouvoir rentrer sur le territoire européen. C'était littéralement ça. Et donc là, c'est la migration qui est manipulée à des fins politique, géopolitique, etc. Et là, on va dire pareil, bon bah là, on est face à une situation exceptionnelle et on va mettre en place ce mécanisme de crise pour justement permettre au pays qui fait face à cette crise-là de gérer ce flux soudain de migrants qui est en dehors de la normale. Pareil, critiqué parce que ça crée une situation qui est en dehors du droit de l'asile normal, etc., etc., des procédures qui sont soit accélérées, soit particulièrement allongées. Donc ça, c'est un autre aspect de cette controversée de ce pacte asile-immigration. Des parties controversées, il y en a quand même pas mal, mais je regarde ce qui est intéressant à commenter. Si vous avez des questions ou des trucs, hein, vous me dites. Hein, s'il y a des aspects sur lesquels vous voulez que je revienne, dites-le moi. Sinon, moi, je continue avec mes notes qu'on a prises. Un truc qu'on n'a pas parlé, on a parlé sans vraiment expliquer ce que c'était, c'est ce qu'on appelle le concept d'immigration secondaire. À un moment donné, Mme Keller disait, bah voilà, les pays du Nord, les pays de l'Ouest, à un moment donné, critiquaient les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, etc. Parce qu'ils disaient, vous ne gérez pas, vous n'enregistrez pas les migrants qui devraient rester chez vous et vous les laissez passer chez nous. Ça, c'est ce qu'on appelle l'immigration secondaire. Et en gros, c'est le migrant arrive dans un pays et ensuite il fait une deuxième migration, une migration secondaire au sein de l'Union européenne. Il arrive en Italie, il va venir en France, il va aller en Allemagne. Donc sa migration secondaire, c'est le mouvement Italie vers la France, Italie vers l'Allemagne. C'était critiqué effectivement par les pays, les autres pays qui n'ont pas les pays de première ligne, parce qu'en gros ils disent bah voilà, ces migrants sont censés être la responsabilité des Italiens, la responsabilité des Grecs, vous ne les avez pas enregistrés, c'est-à-dire que normalement quand un migrant, encore une fois, en application des règles de Dublin, donc les règles actuelles jusqu'à ce que le pacte asile-immigration rentre en vigueur, mais les règles actuelles en matière d'asile-immigration, c'est le pays dans lequel tu rentres qui est compétent ton premier pays d'entrée dans l'Union européenne, c'est ce pays-là qui est compétent pour ta demande d'asile. Et ça veut dire aussi que le pays en question doit enregistrer le migrant. C'est-à-dire, tu arrives en Italie, les autorités italiennes doivent t'enregistrer dans une base de données, dire voilà, ton nom, ta nationalité, etc. Donc, en gros,
garder une trace de toi et que ça soit marqué quelque part, voilà, monsieur machin est entré, en Italie à telle date, sa nationalité, tac, 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 tac. Et ce qu'on accusait ce qui était ce dont on accusait l'Italien, les Grecs et cetera, c'était de ne pas enregistrer ces gens-là. C'est-à-dire, voilà, il disait: «Vas-y, tu veux pas rester en Italie de toute façon? Non? Bon bah voilà, va où tu veux. Moi je prétends ne pas t'avoir vu». Et du coup, comme ça, quand ils arrivaient, admettons, en France, et bah, ils disaient: «Ah bah voilà, moi je veux présenter ma demande d'asile en France». Et les Français: «Bah, t'es arrivé en Italie, mais attends, normalement c'est l'Italie qui est censée s'occuper de toi, mais t'es pas enregistré dans les bases de données. Qu'est-ce qui se passe?» Et donc du coup, ce mouvement d'immigration secondaire a été particulièrement critiqué par les autres, les pays qui n'étaient pas de première ligne, parce que en gros, ils disaient: «Voilà, c'est un moyen pour les pays de première entrée de se débarrasser de migrants et de ne pas avoir à les gérer et c'est nous qui devons gérer le flux». Ce qui menait notamment à un certain nombre de tensions, notamment à la frontière, franco-italienne, où, il y a des migrants qui étaient renvoyés, en fait, derrière en Italie, parce qu'en gros, on disait: «Bah, voilà, ils sont arrivés en Italie, c'est l'Italie qui doit s'en occuper». Donc ça, c'est une source de tension interne à l'Union européenne, sur la gestion sur la gestion de la migration, la gestion de l'asile. On pourrait parler de ça des heures, donc je réfléchis qu'est-ce qui est, parce que là, il est 21h quasiment. Je calme un peu le temps parce que je fatigue aussi un petit peu. Merde, j'allais dire un truc, j'ai oublié. Est-ce qu'il y a des questions de votre côté? On va commencer par ça. Est-ce qu'il y a des questions, des trucs sur lesquels vous voulez que je revienne? Sinon, on va gentiment clôturer, hein, parce je pense qu'on l'interview a été assez claire. Je suis revenu sur la plupart des gros éléments. Attends, merde, en plus, vous avez une coupure pub, donc du coup, je pars un peu dans le vide là. Je vais attendre 30 secondes et après, je vais continuer. Mais voilà. Bon, alors, l'histoire, si vous avez des questions, c'est le moment. Hop. Bon, attends, je vire ça. Tac, tac, tac. Mais non, sinon, c'était assez intéressant comme interview, un sujet assez lourd, hein, qui est politiquement. Enfin, il y a une raison pour laquelle on parle de ça maintenant, parce que on approche des élections européennes, et donc c'est le moment où d'une part tu vides les tiroirs, hein, c'est-à-dire tu essaies de finir tous les dossiers et tout le tintouin, mais aussi, compte tenu de la montée de l'extrême droite, etc., c'est aussi une manière pour les partis plutôt pro-européens de dire: bah voyez, ce pacte d'immigration, c'est la preuve que l'Union européenne agit en la matière. Est-ce que des éléments de contrôle sont prévus pour contrôler le respect des droits de l'homme, traitement juste des demandes de l'alcool leasing? Oui, il y a dedans des procédures où effectivement la Commission européenne, enfin du moins les autorités européennes, doivent contrôler effectivement la bonne application des procédures, le respect des règles, etc. En matière de respect des procédures, droits de l'homme, etc. Et tout le tintouin. Les demandeurs d'asile ont accès à des conseils juridiques, y compris dans ces centres fermés, etc. Donc oui, il y a des procédures. Si tu me donnes 10 secondes, je vais essayer de regarder vite fait. Je crois que je l'ai vu passer dans un document. J'essaie rapidement. Attends, bouge pas. Mais il me semble bien qu'il y a quelque chose là-dessus. Je ne trouve plus ça dans mon document. Mais oui, au moins il y a des sites contrôlés. Après, que risquent les pays? Là-dessus, ils risquent si c'est des violations de droit européen, des mesures de rétorsion de la Commission européenne, etc. Ça peut être des amendes, ça peut être, si jamais il y a vraiment des infractions graves au droit européen, oui, il y a possibilité pour les commissions européennes, les institutions de se pencher là-dessus. Attends, je cherche parce que je sais que je l'ai vu. Et je veux juste pas dire des bêtises. Ouais, donc voilà, oui, effectivement, il y a des mécanismes de suivi sur le terrain, d'évaluation, de reporting, avec le soutien de l'Agence européenne d'asile. Donc ouais, voilà, l'Agence européenne de l'asile a un rôle de contrôle. Alors ça veut pas dire qu'elle contrôle tous les cas, mais en tout cas, il y a un moyen pour
pour la Commission européenne et de faire un contrôle. Et après aussi, comme elle l'a dit aussi à un moment donné, dans l'interview, voilà, il y a la presse, il y a les ONG qui sont autour de ça et qui peuvent faire remonter les informations pour dire attendez, il y a des trucs pas très jojo qui se passent là-dedans, faudrait peut-être regarder un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas complètement la fête du slip, quoi. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais conclure. Je vais conclure, les enfants. Donc j'espère que cette interview vous a plu, que c'était assez compréhensible, parce que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué, hein. Là, on a fait la version extrêmement abrégée, hein, encore une fois, Pacte d'asile migration, c'est 10 textes, hein. C'est 10 directives, 10 règlements, chaque texte fait 150 pages, donc c'est du costaud. C'est du costaud, c'est solide. Donc là, on a fait la version très abrégée, mais j'espère que c'était compréhensible malgré tout. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à follow. Merci encore à Hugo pour la recommandation sur sa chaîne et bienvenue aux nouveaux. Donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez un Prime qui traîne, lâchez une pièce à votre streamer, c'est toujours apprécié. Autrement, quand est-ce que je vous vois ? Alors attends, avant que je vous dise où je vous vois, je vous envoie sur mes réseaux sociaux, hein, Discord et tout le tintouin. Twitter et tout ça, c'est là où il y a mes actualités, les mèmes et les infos. La prochaine fois que je vois... T'avais pas du tout suivi ce sujet à l'échelle européenne. Ah bah ça, ça fait 10 ans qu'on en parle, hein, ce sujet au niveau européen. Et pour être honnête, beaucoup ne pensaient pas que ça arriverait au bout. Très honnête, même moi, tu m'aurais dit il y a 2 ans, ouais, on va arriver à un deal sur la migration. J'aurais dit, t'es ambitieux. Parce que vraiment, ça fait depuis 2015 qu'on essaye. Il y a eu un premier échec des tentatives en 2018 parce que les États ne voulaient pas s'entendre, ils voulaient pas entendre parler de solidarité obligatoire. En gros, c'était déjà le débat. Voilà, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on relocalise les migrants ailleurs en Europe ou pas ? Il y avait un processus, il y avait un mécanisme obligatoire, ça a été créé un mur, etc. Donc ce paquet asile-immigration, c'était pas donné, c'était pas garanti que ça arriverait. Oui, il y a que la directive retour qui est bloquée. Oui, effectivement, la directive retour, pour le moment, est bloquée au Parlement européen. Je ne sais pas si au Conseil, ils ont trouvé un accord, mais en tout cas, au Parlement européen, le Parlement européen n'a pas réussi à trouver un accord sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe, hein, quand vous avez une directive, un règlement, ça va au Parlement européen et au Conseil, donc au Conseil des États, hein, parce que chaque institution est ce qu'on appelle co-législateur, ils ont tous les deux compétences sur ce texte, et chacun doit adopter sa position. Donc qu'est-ce que le Parlement européen pense, qu'est-ce que le Conseil pense, et après ils se retrouvent dans ce qu'on appelle un trilogue, où ils vont négocier ensemble une seule version d'un texte. Et donc, dans le cas de cette directive retour, le Parlement européen n'a pas réussi à s'entendre sur un texte commun. Le Parlement européen n'a pas de position sur ça. Donc, alors il faudrait regarder dans le détail de la procédure, que là je n'ai pas en tête. Donc ce qui est possible, c'est que au prochain mandat, le nouveau Parlement retente sa chance sur la directive retour. Ou alors, si vraiment le dossier est bloqué de chez bloqué, la Commission européenne fera une nouvelle proposition. Mais ce que Mme Keller semble dire, c'est voilà, directive retour, peut-être que ça avancera davantage quand le reste du pacte sera déjà en vigueur et qu'on aura un petit peu plus de recul sur le sujet. Mais oui, effectivement, sur les 10 textes, en fait, t'en as un qui est bloqué, directive retour, il y en a un qui est déjà en place, c'est une base de données, je crois, c'est une des directives, c'est pas Eurodac, mais c'est une autre directive. Attends, je vais te dire exactement, j'ai juste là le truc. C'est le règlement sur le règlement sur l'agence sur l'asile, donc l'agence européenne pour l'asile. Donc ça, le texte est déjà en vigueur depuis janvier 2022. Et là, on a les 8 textes qui restent, qui ont fait l'objet d'un accord en trilogue, donc Conseil et Parlement européen se sont entendus en décembre. Ça a été approuvé, le deal a été validé par le Conseil vendredi, et ce mercredi, le Parlement européen fait une première approbation, et d'ici avril, en session plénière, il y aura le tampon d'approbation définitif sur le texte. Et ensuite, dans 2 ans, ça fera des chocs à pic, ça fera une nouvelle réglementation sur l'immigration. Donc voilà à peu près où on est.
Si on attend le prochain Parlement, les positions risquent de bien changer avec l'arrivée d'extrême droite en masse. En vrai, enfin, l'arrivée de l'extrême droite en masse, c'est à relativiser, hein, encore une fois, au niveau Parlement européen. Hein, ça se... va y avoir une montée de l'extrême droite, on va pas avoir une majorité d'extrême droite. Hein, là-dessus, les groupes d'extrême vont progresser. Hein. Aujourd'hui, les groupes d'extrême droite sont quoi, 5e et 6e? Ouais, 5e et 6e. Ils vont passer 3e, 4e ou 3e, 5e. Mais voilà, ils vont représenter 25%, jusqu'à 25% de l'hémicycle. Mais on va pas avoir on va pas avoir un parlement d'extrême droite. Voilà, il y a beaucoup qui ont peur, bon Dieu, on va avoir un parlement d'extrême droite. Non, le Parlement européen ne sera pas d'extrême droite. Soyons très clairs là-dessus. En revanche, ce qui va avoir un virage à droite sur un certain nombre de sujets, probablement. Est-ce que la directive retour pourrait être un sujet sur lequel il y aura un virage à droite? Mais après, à voir. À voir encore une fois, parce que voilà, la directive retour, c'est un sujet qui implique de renvoyer les gens chez eux, et là-dessus, enfin, je veux dire, de Renew, le PPE, ils vont être d'accord, et c'est pas forcément être plus à droite que ça de dire ça. Faut espérer que le cordon sanitaire continue de fonctionner. Oui, il y a de grandes chances que le cordon sanitaire continue de fonctionner, parce qu'après, là, on rentre dans un sujet complètement différent, c'est la structure interne du Parlement européen et les groupes européens. Le cordon sanitaire autour de ID, qui est donc Identité démocratique, qui est le principal groupe d'extrême droite au Parlement européen, va très probablement rester. Ça, je le vois pas bouger. En revanche, il y a un gros point d'interrogation sur ce qui va se passer avec l'ECR, qui est le groupe de droite dure, on va dire, partiellement extrême droite, aujourd'hui au Parlement européen. Non, je ne compte pas commenter les matchs de Ligue des Champions, je ne suis pas particulièrement footeux, donc ça faudra sur ça ailleurs. Donc voilà, le côté ECR, il y a une question effectivement de ce qui va se passer pour eux, parce qu'on a un virage de plus en plus à l'extrême droite de ce groupe politique, qui crée aussi on en a parlé vendredi dans la revue de presse en français, ça crée aussi de plus en plus des inquiétudes dans les partis plus modérés de ce groupe-là, qui disent merde, peut-être qu'on doit se barrer au PPE, etc. Donc, bon. Idée, cordon sanitaire va tenir. ECR, gros point d'interrogation sur ce qui va se passer autour d'eux, en fonction de leur croissance et tout ça. Mais voilà. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Encore plein de trucs à dire, on peut rester là encore des heures, hein, bien entendu. La prochaine fois que je vous vois, c'est quand? Mercredi soir, on fait revue de presse en anglais à 19h, tour d'actualité, et vendredi 17h, pareil, revue de l'actualité, mais en français cette fois. Donc voilà. Voilà le programme pour la semaine. La semaine prochaine, on aura d'autres interviews, mais ça, comme je vous l'ai dit, suivez sur Discord, suivez sur Twitter, c'est là où vous avez les infos. Vous aurez toutes les infos en amont pour bien vous préparer et être bien chaud sur le programme de la suite. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'espère que vous avez apprécié, et je vous retrouve, je l'espère, mercredi ou alors vendredi. À bientôt tout le monde, ciao!